Alors, bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je n'ai pas encore vus. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon? Oui. Merci à l'association Vitae pour cette invitation à conclure, alors à faire à la fois la synthèse et une conclusion d'une journée extrêmement riche et intéressante en quelques instants, alors que j'emboîte le pas à la dernière conférencière, que effectivement, du coup, je suis dans la spontanéité, que j'espère que vous comprendrez totalement. Je voulais, avant aussi, ne pas oublier de remercier les partenaires donc de Vitae, sans lesquels effectivement cette journée ou ces sixièmes journées des amateurs éclairés ne pourraient pas être. Et ayant dans mes missions notamment d'organiser des journées scientifiques dans mon université, je sais ô combien ces partenariats sont utiles et nécessaires, et c'est pour ça que vraiment je ne les oublie pas, ainsi que toutes les petites mains que l'on a déjà évoquées ou que l'on n'a pas évoquées, et sans lesquelles effectivement nous n'aurons pas passé une journée aussi agréable, et que la journée de demain ne pourrait pas être ce qu'elle est. Alors je suis honorée que l'on m'ait confié cette mission de faire la synthèse, de conclure de cette journée qui est une journée scientifique, sérieuse, de partage, de connaissances et de compétences. Nous venons de tous horizons, de tous bords, de toutes formations, avec des vécus et des expériences personnelles et professionnelles distinctes, mais nous venons tous par cette passion de la vigne et du vin. Et c'est cette passion de la vigne et du vin qui nous rassemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à noter. Donc je suis universitaire, je suis juriste, donc je change un petit peu le registre de référence et de compétences, de connaissances. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres matières, notamment autour du monde de l'agriculture, qui aient cette capacité de rassembler autant de variantes dans les connaissances et dans les compétences. Donc ça, c'est quelque chose, il y a quelque chose de magique autour de la vigne et du vin, je voulais vraiment le signaler. Ensuite, je vous le rappelle, le thème de notre journée, c'est le monde du vin face au changement climatique, tout en mettant bien évidemment tous les professionnels en première ligne. Mais j'ai noté quand même une information fondamentale que je vous prierai vraiment de bien vouloir noter et qui nous a été donnée par Guillaume Pia. La vigne est la plante la plus courageuse du monde. Si vous ne le saviez pas, notez-le bien et surtout retenez-le bien. Alors pour ma part, on a dit aussi qu'il fallait qu'elle ait une bonne couleur, une belle couleur verte. Parce que si elle virait à l'olive, au kaki, ça n'allait pas. Il y avait un problème, notamment peut-être un problème dû aux évolutions climatiques. Donc je suis rassurée parce que j'ai choisi la bonne couleur, je n'ai pas mis un vêtement de couleur kaki. C'était hier, donc ça aurait pu être un petit peu... voilà. Bon, maintenant tout va bien. Imaginez-vous, j'aurais été en kaki à la chaire, ça aurait été difficile. Bon, maintenant nous allons reprendre le déroulement chronologique de notre journée. Toujours avec un peu d'humour, parce que le temps est venu de prendre un peu de hauteur et de légèreté, maintenant que nous avons tous bien travaillé et échangé. Et donc voilà. Alors, nous avons, de manière très diplomatique, commencé la journée avec la contribution d'Alejandro Funes Espinosa, donc, qui est l'un de la commission commerce, économie et droit à l'OIV, avec lequel je travaille puisque je fais partie de la délégation française à l'OIV, comme un certain nombre d'universitaires français depuis le mois de janvier. Et je le tiens à le signaler parce que quelque part, la France a vraiment investi dans nos connaissances et dans nos compétences respectives. Et notamment, je pense aux historiens qui font partie de la chaire UNESCO, qui eux aussi ont été désignés en qualité d'experts. Donc là, la France n'a pas oublié, le ministère de l'Agriculture n'a pas oublié ses universitaires, donc c'est bien. Donc, dans sa contribution, Alejandro nous a indiqué qu'effectivement que les impacts du changement climatique
sont assez similaires dans le monde et ont des effets sur l'entièreté de la chaîne de valeur depuis la culture de la vigne jusqu'au consommateur du vin. Et à ce titre, il nous invite à avoir une approche transversale et pluridisciplinaire, car le changement climatique est une problématique majeure de notre époque. Certains diront, oui, il n'a pas inventé le fil à couper et le beurre, on l'avait déjà compris. Oui, mais en guise d'introduction, il me semble que c'était bien que l'on pose ceci comme étant un paradigme. Effectivement, le changement climatique, ce n'est pas simplement une histoire de personnes cachées dans un bureau, c'est quelque chose qui nous concerne tous, depuis effectivement les viticulteurs jusqu'aux amateurs éclairés du vin. Ensuite, les travaux ont continué avec la première table ronde intitulée Diagnostic, solutions et perspectives. Très belle table ronde avec, vous m'excuserez, je vais gagner du temps, avec des personnes renommées au niveau local que l'on connaît tous et avec lesquelles on a eu le plaisir d'échanger et ou de déguster la production durant notre pause déjeuner. Tout d'abord, Jean-Laurent Vacheron, qui représente le Sancerrois, nous a rappelé que les coups de chaud survenaient avec un rythme accéléré depuis un certain temps et qu'on est passé de 2 sur 8 ans à une moyenne de 8 sur 9 ans. Donc schématiquement, on va avoir un coup de chaud tous les ans. De toute façon, on le sait bien, on a déjà commencé au cours de la semaine passée. Donc en fait, si je peux me permettre, alors à l'heure où l'été débute, nous avons plus ou moins évité les premiers grands bouchons dans nos trajets respectifs si nous venions en voiture, ou les problèmes de grève avec les avions nous empêchant de la présence de notre ami espagnol, notamment. Il y a, en fait, maintenant je pense qu'il va falloir changer les paroles d'une certaine chanson. L'été sera non seulement chaud, mais pas seulement dans les t-shirts, dans les maillots, mais également dans les vignes. Puis Cyril de Saumur a insisté sur la notion de variabilité et d'adaptation permanente. Et ça, c'est... Attendez, j'ai un petit problème de page, c'est rien. J'ai pas tout appris par cœur depuis tout à l'heure. Donc en fait, il est vrai qu'on parle souvent de réchauffement climatique, mais là, Cyril nous a mis le point sur un aspect important, c'est-à-dire qu'en fait, la pluviométrie aussi impacte la culture de la vigne, mais pas que la culture de la vigne, déjà le secteur agricole en général, mais là plus spécifiquement, c'est-à-dire que par moment, on va avoir une diminution de la pluviométrie comme cette année, alors que l'an dernier, on avait presque trop d'eau, que d'eau. Ce qui fait que quelque part, à un moment donné, il va falloir gérer ces phénomènes de pluviométrie, notamment par la mise en place de mécanismes de penser à récupérer cette eau de pluie qui reste, même lorsqu'elle est parfois excessive, essentielle à la culture de la vigne. Alors, quand il n'y en a pas assez, la vigne souffre de stress hydrique. Quand il y en a trop, on a des problèmes avec les maladies fongiques. De toute façon, on le sait bien, le viticulteur, comme tout bon français, n'est jamais content. Bon, sauf que là, c'est un peu excessif. On a des excès et les excès ne sont pas dus au caractère du viticulteur ni du français. Ensuite, puisque nous sommes en région du Chenin, il nous a été indiqué que le chenin débourre aujourd'hui très tôt et avec une maturation plus tard. Et que c'est une conséquence du fait que les hivers ne sont pas suffisamment froids. On a un risque gélif plus important, notamment des gelées noires, comme on dit en Bourgogne, et qui sont absolument terribles. Pour ces raisons, une agriculture de conservation des sols paraît nécessaire, et ceci parce qu'elle permet de réduire les effets du changement climatique sur la vigne avec la gestion du couvert. On peut aussi envisager une rotation de culture avec les interrants, grâce à une bonne qualité biologique des sols, qui est vraiment importante pour la vie du sol et qui permet notamment un stockage organique. Donc schématiquement, si je veux bien, on doit envisager les nouveaux métiers de l'agriculture qui sont la gestion de l'eau de pluie, sous toutes ses formes, mais également
l'élevage des vers de terre, selon le conférencier. Je n'allais pas l'oublier. Puis, on continue les échanges. La question vient à se porter sur la question des porte-greffes. Est-ce qu'ils sont bien, pas bons on évoque une panoplie, peut-être à revoir, car ceux qui sont utilisés ne semblent pas forcément adaptés au changement climatique. Et puis, lorsqu'il y a un problème, la nature ayant horreur du vide, eh bien, il faut bien envisager que la préservation de la biodiversité est un moyen d'avoir des outils pour préserver les ravageurs à venir. Il faut donc repenser le modèle agricole dans sa globalité et envisager une complémentarité avec les différents types d'activités agricoles, notamment avec l'élevage et la réintroduction de matières qui permet la réintroduction de matières organiques. On voit le terme polyculture réapparaître dans les échanges, une polyculture partagée sur un territoire donné et qui comprendrait notamment le vitipastoralisme. Je ne l'avais jamais entendu, je saurais le réutiliser. En fait, le vitipastoralisme, c'est quoi ? Eh bien, c'est travailler de commun accord avec un berger. Celui-ci fait paître ses moutons dans les parcelles plantées pendant l'hiver et en contrepartie de ce service, eh bien, il laisse des matières organiques qui vont enrichir le sol. C'est la symbiose des métiers de l'agriculture. Alors, à toutes fins utiles, le vitipastoralisme, ça va bien avec les moutons. À toutes fins utiles, je vous conseillerais d'éviter les chèvres, ça pourrait entraîner quelques dégâts. Donc le couvert végétal, on le comprend bien, et cette étude et le fait de se pencher sur la question de son importance et de son dimensionnement prend effectivement une dimension importante aujourd'hui. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a une augmentation du taux... Christine, il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, ouais, ça va aller. Du taux organique. Entraîne l'augmentation de l'eau dans le sol, rafraîchit le sol, donc retarde le débourrement de printemps. Donc voilà. Voilà, on a appris plein de choses sur cette table ronde et elle nous invite vraiment à penser, à réfléchir sur comment on peut faire pour essayer d'avoir une résistance, une résilience et une adaptation à ces changements climatiques. Les viticulteurs sont effectivement femmes et hommes aux premières loges, au premier rang. Et puis Samuel Le Turc nous invite dans une superbe machine à remonter le temps, à envisager la situation des vignobles au Moyen-Âge et face au changement climatique. Et il nous confirme très bien que être historien ne veut pas dire être passif. Que les personnes au Moyen-Âge n'avaient pas conscience de vivre des phénomènes de dérèglement climatique, mais que pour eux, tout changeait par malheur ou par bonheur, parce que malheur et bonheur s'alternaient successivement. Or, on constate que l'histoire de la viticulture, c'est l'histoire de l'adaptabilité. Avec plaisir, j'ai pu entendre Samuel se référer aux bancs de vendange à Beaune depuis 1371. La bourguignonne que je suis, bien sûr, n'en était que plus que satisfaite. Mais effectivement, à l'époque où il n'y avait pas des outils numériques et informatiques pour tout et décrypter, nous faire des graphiques et des schémas comme on nous en a superbement présenté tout au long de sa journée, effectivement, les documents comptables ou les registres des monastères nous apprennent beaucoup de choses sur les évolutions du temps et les dates de vendange. On a eu quelques exemples assez étonnants qui nous ont été donnés par Samuel. Aujourd'hui, on ne s'en réfère plus à l'aide de Dieu, et on le sait pourquoi, mais quand même, au Moyen-Âge, il y avait quand même déjà des vignes en Bretagne, et aujourd'hui, c'est le retour des vignes en Bretagne. Je pense que c'est avec grand plaisir que mon collègue Ronan Raffray l'a d'ailleurs constaté.
De même, il ne connaissait pas l'ampélographie, mais en fait, il faisait une ampélographie de fait, comme diraient les juristes, avant qu'elle ne soit reconnue aujourd'hui comme étant une discipline scientifique. Puis, Christine Strulu-de Rien nous a beaucoup appris, en tout cas pour moi. Désolée, je ne suis que juriste, je ne suis pas paléon, je vais écorcher la qualité, je l'avais pourtant noté pour être sûr de ne pas bugger, paléobotaniste, c'est ça, hein, nous a appris beaucoup de choses sur en fait, la réelle composition du sol, que le sol comporte 50% de la vie. Hein. Elle nous a démontré les 50 nuances de couleur de roche du Maine-et-Loire. On a appris plein de choses. Avec les eucaryotes, les champignons, les plantes, les animaux, à 2 ou à 4 pattes, que les champignons sont des cousins des animaux, donc je regarderai différemment la prochaine assiette de girolles, que en fait on retrouve dans le sol des métadotes, dont il existe à peu près 28 000 espèces dans le monde, des acariens, dont on connaît à peu près tous les effets négatifs, notamment lorsqu'ils se retrouvent dans notre literie. Là encore, avec 50 000 nuances de couleurs, allant de la transparence aux couleurs les plus sombres. On apprend que les amibes mangent les bactéries et contrôlent ainsi le développement de la mycocène. Les mycocètes sont des champignons. Alors, voilà. Et que ce sont des méchants micro-organismes saprophytes. J'ai fait vraiment une leçon de vocabulaire. Mais en fait, vivent les champignons parce que ce sont les seuls à être capables de décomposer la lignine, c'est-à-dire 95% de la biomasse terrestre. Je pense que vous regarderez les champignons, et notamment les bolets, différemment la prochaine fois que vous en verrez. Donc en fait, elle nous invite à avoir un travail plus particulier sur la biodiversité du sol et notamment avec les impacts que peuvent avoir les plastiques dans le sol. On connaissait les associations de défense du milieu de la mer, notamment cette année-ci, sur les problèmes avec les plastiques et les tortues marines. Maintenant, il va falloir se pencher sur le problème des plastiques dans le sol. Il reste 5 minutes. Étienne Nélic, avec son petit accent d'Afrique du Sud, nous démontre bien que nous sommes dans des journées internationales et nous a expliqué l'impact de la pluviométrie sur le type du climat. Et il nous incite ou en fait il nous démontre qu'il convient de chercher la meilleure solution possible dans la démarche d'une résilience. Et en fait l'innovation, c'est un peu comme une équipe de rugby. Jackie Rigaud nous a démontrer qu'en fait, entre Val-de-Loire et Bourgogne, il n'y a pas de rivalité. Et que les vins fins sont des vins de lieu. Que la Révolution française s'est peut-être un peu trompée sur certaines choses. Si on avait des doutes, maintenant on en a la certitude. Et que, heureusement, alors, depuis 1935, avec 1935, eh bien, on est revenu à la raison, si je puis dire. Et que toutes nos belles régions viticoles ont compris qu'effectivement, il y avait un intérêt à défendre la notion de vin de lieu au travers des appellations, avec et au moyen des appellations. Donc voilà, du coup, notre ami nous démontre le retour de sa bonne conscience entre le lieu de ses origines et le lieu de sa vie quotidienne. Tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Jean Elmonnier nous a fait découvrir la diversité de vins de Loire. Le Val-de-Loire, c'est 1/5 du territoire national. Le soleil est à Nantes, la pluie est en Touraine. On a 72 appellations. Le Chenin, ou plus exactement le Chenin, si j'ai bien compris, c'est le roi de Touraine et d'Anjou, pour ne pas froisser la susceptibilité des autres rois ligériens. Et nous avons pu envisager un certain nombre, enfin en tout cas les belles boissons vitivinicoles de la région. Et il nous a, au détour de sa présentation, confirmé que la vitiforesterie, finalement, c'était le fer de lance de la biodiversité et que c'était une bonne idée à mettre en marche. Plantons des arbres et tout ira bien.
Après notre buffet de douceurs liquides et solides, la deuxième table ronde a eu lieu et nous a confirmé qu'effectivement, nous avions un chouette colloque, selon Vanessa, et que Emmanuel de la 5e génération nous a alerté sur la problématique de la baisse de la productivité au travers du prisme du prix du vin. Laure nous a confirmé que le collectif nous permet de sortir de tout, ou presque, et qu'effectivement, il fallait anticiper pour sortir, pour éviter des problèmes, en tout cas les contourner, ou en tout cas les survoler. Puis Guillaume Pire, après quelques minutes, nous a fait faire un superbe tour du monde. Et il nous a indiqué en fait que tout était dans la profondeur racinaire des vignes. 30 mètres, 60 mètres, 100 mètres, peu importe. L'important, c'est la profondeur. Ce n'est pas le chiffre. Que la vigne est une puissante liane, catégorie de la Vitis vinifera, et que les paysages forestiers, là, ici, sont importants. Le problème, c'est qu'il va falloir apprendre aux vendangeurs à grimper aux arbres si toutefois on continue à planter les Vitis vinifera autour des arbres. Alors là, c'est la juriste qui reprend. Ce n'est pas forcément pour gagner du temps face au risque d'accident du travail, qui n'est pas forcément climatique, dans ce cas-là. Enfin, bref, plus sérieusement, la place de l'arbre, il est vrai, est à repenser et à promouvoir dans les vignes. Je pense à cette expérience à Châteauneuf-de-Pape et leur marathon de replantation, c'est-à-dire ils souhaitent replanter jusqu'à 42 km linéaires d'arbres dans les vignes. Je vais faire vite. Christine, je suis désolé parce que là, on est vraiment tenu par le temps de 17h30, la dernière limite pour la salle. Donc, comment non termine de mots, simplement... Ah non, on a un peu de marge. Ah bon, c'est ce que j'avais compris, c'est pour ça C'est gentil de me le dire. Alors que je suis angoissé, moi. Non, mais moi j'avais... Depuis ce matin, 6h que je suis réveillé. Bon, 5 minutes quand même. Hein. Oui, 5 minutes. Juste pour parler des deux dernières contributions, quand même. C'est plus pour eux que pour moi. Donc Hervé Quénol nous a montré la représentation, nous a expliqué ce en quoi les outils de mis en place permettent une représentation spatiale du changement climatique par la viticulture et comment effectivement on va avoir des modifications. Notamment sur les régions méridionales et côtières. Et nous a montré, nous a expliqué comment ils étaient arrivés par leurs travaux à créer un atlas agroclimatique. Et notamment qu'il en existe un ici, qui a été mis en place à la demande d'Interloire. On a eu le droit à un intermède musical exceptionnel et je pense que il ne manquera pas d'être le prochain tube de l'été. Puis, pour terminer, Nathalie Ola nous invite à réfléchir sur les causes du changement climatique et propose des idées de réflexion sur les enjeux pour le secteur vitivinicole. On est face à une véritable variabilité du climat avec les conséquences des comportements passés et actuels jusqu'à 2050. Quelque part, alors c'est peut-être la chaleur de l'après-midi, les effets bénéfiques des crus des vins de Loire. J'ai eu l'impression d'être un peu dans un monde d'étoiles filantes, c'est-à-dire que nous allons vivre avec les conséquences des années passées, mais ceci nous invite quand même à la réflexion pour les comportements que nous pouvons avoir actuellement et ceux dans les mois et les années à venir. Pour conclure, Nathalie nous propose des futurs possibles pour se projeter dans un avenir et savoir comment imaginer le futur du monde vitivinicole. J'en terminerai ainsi pour vous dire qu'en fait, on a des responsabilités à avoir, on a des précautions à avoir, mais que finalement, le secteur vitivinicole est un secteur déjà vertueux, où il y a déjà des réflexions très avancées chez les professionnels et que ces réflexions, eh bien, nous avons qu'à les continuer ce soir et demain. Merci. Merci.
Merci. Merci Christine. Excusez-moi de vous avoir martyrisé, mais vous rejoignez comme ça le rang des martyrs. Samuel Le Turc, pour ceux qui ont connu d'autres éditions, Aubert de Vilaine. Eh oui, on a été jusque-là.